Alcatraz, le plus célèbre pénitencier des États-Unis, conçu pour déjouer toute tentative d'évasion. Pourtant, en juin 1962, 3 prisonniers se font la belle et se volatilisent. Le responsable de l'hôpital a appelé pour dire qu'il entendait des pas sur le toit. Cette opération risquée et très ingénieuse a demandé plusieurs mois de préparation. Elle est racontée dans un film réalisé en 1979 par Don Siegel, L'évadé d'Alcatraz. Clint Eastwood y interprète l'un des 3 évadés, Frank Lee Morris, celui qui aurait tout planifié. Pourtant, le cerveau de l'opération serait un 4e homme qui n'a jamais quitté l'île. Le FBI a déclaré que les prisonniers s'étaient sans doute noyés dans l'eau froide de la baie de San Francisco. Mais leurs corps n'ont jamais été retrouvés et le mystère reste entier. Ceux qui étaient à Alcatraz à l'époque racontent l'histoire de ces célèbres évadés. Tous ceux qui étaient au courant dans la prison leur souhaitaient de réussir. Et après, ils étaient contents pour eux. Reproduire toutes les étapes de l'évasion et traverser les mêmes épreuves que les détenus va permettre d'en savoir plus sur le sort des 3 hommes qui ont réussi la plus belle évasion de l'histoire carcérale américaine. Le 12 juin 1962, à l'aube, la journée des gardiens d'Alcatraz commence par un choc. Ils n'arrivent pas à réveiller 3 prisonniers. La tête du détenu était contre les barreaux, et je n'avais pas remarqué qu'elle était fausse. Et puis j'ai touché l'oreiller et elle est tombée par terre. Là j'ai compris. Croyez-moi, ça m'a fichu la trouille. J'ai fait un bond d'1 mètre. Quand l'alerte a été donnée, je suis immédiatement monté dans mon bateau pour faire une ronde autour de l'île, en fouillant les petites grottes et tout. On a retrouvé beaucoup de traces de leur passage. The escape triggered the greatest manhunt in San Francisco's history, as agents of the FBI, Coast Guardsmen, Highway Patrol, Sheriff's deputies, and local police join in the search. Malgré l'ampleur des moyens mis en œuvre, il n'y a aucun témoin oculaire et aucun indice dans la baie. Juste les restes déchiquetés d'un canot pneumatique. Il n'y a eu aucun vol de véhicule, aucun cambriolage, aucune boutique de vêtements visitée, aucun vol à main armée qu'on pourrait leur attribuer. Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu ce genre de délit, mais on a résolu ces affaires. À l'intérieur d'Alcatraz, la loi du silence règne et les autres détenus refusent de coopérer. Un seul homme est disposé à parler au FBI. Il est le 4e complice qui, on ne sait pourquoi, n'a pas suivi. Alan West affirme que l'évasion était son idée et qu'il a tout imaginé après un séjour dans le quartier disciplinaire. J'ai sorti du trou vers le 5 mai l'an dernier. J'ai commencé à penser à m'évader. Selon West, c'est lui et non Frank Morris qui a monté l'évasion. Mais est-il vraiment assez malin pour échafauder un plan aussi brillant? Alan Clayton West arrive à Alcatraz en 1957 avec la réputation d'être un homme violent qui tente de s'évader par tous les moyens. Son agressivité lui vaut de passer plus de temps enfermé dans sa cellule que les autres prisonniers. Ce qui lui donne l'occasion de réfléchir aux moyens de quitter l'île. Alcatraz est conçu pour recevoir les détenus que les autres prisons n'arrivent pas à gérer. On dit qu'il est impossible de s'en évader à cause des courants traîtres de la baie de San Francisco et de l'architecture du complexe. Les bâtiments carcéraux sont composés de 4 unités distinctes.
Dans chacune, il y a plusieurs dizaines de cellules, côte à côte, sur 3 niveaux. Derrière les cellules et un mur en béton de 20 cm, passe un couloir étroit avec des canalisations qui est ouvert jusqu'au sommet de l'unité. Comme les bâtiments ont été construits par des détenus, la qualité du travail est très variable. On le voit sur les murs en béton. À certains endroits, ils sont encore très solides. Mais ici, par exemple, en bas, ça n'a plus rien à voir. Alan West est mal vu des gardiens et on lui attribue les corvées les plus ingrates, comme le nettoyage du couloir derrière sa cellule. C'est là qu'il peut chercher discrètement les points faibles de l'édifice. Un jour, il tombe sur une véritable aubaine. Caché près d'une grille d'aération, il y a des lames et des limes rouillées enveloppées dans du papier, sans doute abandonnées après une tentative d'évasion. À l'époque, Jolene Babiak, la fille d'un responsable de la prison, vit sur l'île. Alan West avait accès à la zone par laquelle ils se sont échappés. C'était son idée. Je suis persuadé que c'est lui qui a tout mis sur pied et qui en a parlé aux autres. West parle d'abord de son plan à 2 frères, John et Clarence Englin. Ils sont bons nageurs et robustes, mais ne sont pas réputés pour être de grands penseurs. John Englin est braqueur de banque. Il a été transféré à Alcatraz en octobre 1960 pour avoir tenté de s'évader d'autres prisons. John est allé en classe jusqu'au CE2. Il savait faire les multiplications, mais pas les divisions. Son frère, Clarence, a quitté l'école en CM2 vers l'âge de 10 ans. En janvier 1961, Clarence Englin rejoint son frère aîné à Alcatraz. C'était le genre de délinquants qui cambriolaient les stations-service la nuit. Ils avaient braqué une banque en Alabama, un État qui appliquait la peine de mort pour ce genre de crime. West les a tout de suite catalogués quand il les a vus, et il les a mis sur le coup. En discutant avec John Englin, j'ai réalisé qu'il envisageait déjà de s'évader par un conduit d'aération sous le toit. Donc, on a parlé de se faire la belle en nageant jusqu'à la côte. Comment on fait? On vole un bateau? C'est une solution. Mais il y en a aussi qui essaient de nager. Et en décembre, Frank Morris nous a rejoints. Bienvenue à Alcatraz. J'aimerais dire que c'est un plaisir, mais... Alors, il paraît que vous voulez partir d'ici? Vous avez besoin d'aide? T'as des idées? Oui, je sais comment faire. L'équipe est au complet. Vous pouvez me faire confiance. Depuis son adolescence, Frank Lee Morris a un casier rempli de condamnations pour trafic de drogue et braquage. Il arrive à Alcatraz en janvier 1960 avec la réputation d'être le roi de l'évasion. Il a tenté de s'échapper de chaque prison où il a été incarcéré. Il est donc envoyé dans la plus sécurisée du pays. Dans le film, Frank Morris est interprété par Clint Eastwood. Et c'est vrai que c'était le même genre. Un homme séduisant, avec de beaux cheveux et très intelligent. Still reading that Bible? Oh yeah, it's opening up all kinds of new doors. Mais même les témoins présents à Alcatraz cette nuit-là ne savent pas vraiment qui est à l'origine du plan.
Dans le film avec Clint Eastwood, on fait croire que Frank Morris a tout manigancé. Alors que c'est faux. C'était John Englyn. Je crois que c'était l'idée de West. Ils travaillaient à l'entretien et c'est par les conduits qu'ils se sont évadés. C'était Maurice le cerveau. Il avait l'intelligence pour ça. C'est lui qui a su voir ce qu'il fallait faire et comment le faire. L'évadé d'Alcatraz renforce l'idée selon laquelle Frank Morris a tout organisé. Alan West est présenté comme un simple suiveur. Son personnage a même un nom ridicule, Butts, qui signifie « fesse » en anglais. What's your name, kid? Charlie Butts. Charlie's butt? Butts. Butts. Charlie Butts. You got a funny friggin' name, kid. Yeah, what's your name? Al Capone. Pourtant, la préparation de l'évasion pendant des mois laisse penser que c'est Alan West qui a tout mis sur pied. Morris et les frères Englyn ont apporté leur contribution, mais en suivant son plan. Phase 1, Clarence Englyn trouve comment fabriquer des lames avec des cuillères volées dans le réfectoire. Clarence s'est procuré une cuillère et il a commencé à gratter le ciment à côté de sa grille d'aération. Alors on a fait pareil. On a taillé les cuillères pour en faire des pointes et on a creusé des trous dans le mur. Désormais, les 4 détenus forment une équipe soudée. On travaillait entre les rondes de 17h30 et 21h30. Tout d'abord, faire des trous dans le ciment autour des grilles d'aération au fond des cellules. Cela permet de se faufiler dans le couloir pour ensuite grimper jusqu'en haut du bloc cellulaire. Ils travaillaient en général pendant l'heure où on faisait de la musique, de 18 à 19 heures. On jouait de nos instruments dans les cellules. Ça faisait beaucoup de bruit dans le bloc. La voie est libre. Les cellules des 2 frères Englyn étaient côte à côte et celle de Maurice était près de la mienne. Il est parti. Bientôt on sera loin d'ici. Continue comme ça. Le soir, un des frères Englyn faisait le guet pendant que l'autre travaillait. Le lendemain, ils inversaient les rôles. Maurice et moi, on faisait pareil. Attention. C'est bon. Mais fais gaffe. Préviens-moi si t'entends quelque chose. Ils ont réussi à gratter le béton et à faire un trou assez grand pour ramper dans le couloir. Tout le monde dit que le mur était comme du gruyère, mais ce n'est pas vrai. Transpercer 20 cm de béton, même s'il n'est pas de bonne qualité, ça demande quand même beaucoup de boulot. Les détenus se débarrassent discrètement des débris du mur. Quand les trous sont trop grands pour passer inaperçus, ils fabriquent de fausses grilles et les gardiens n'y voient que du feu. Frank Morris et les frères Englyn travaillent maintenant la nuit, dans le couloir, en planifiant leur sortie entre les rondes. En haut du bloc, ils installent un véritable atelier où ils confectionnent les têtes qui seront placées dans leur lit pour faire croire qu'ils sont encore là. L'atelier est à 9 mètres d'une galerie d'observation et en temps normal, il aurait été parfaitement visible. Mais Alan West a une idée de génie. C'est ici que les frères Englyn et Frank Morris avaient installé un atelier pour fabriquer leur équipement. Juste avant, West avait été désigné pour repeindre le bloc.
Il a été très malin. Il est monté au dernier étage et il a balayé le sol pour faire tomber toute la poussière en bas. Si vous regardez des photos d'Alcatraz à l'époque, vous verrez que le sol en béton est parfaitement propre. On aurait pu manger par terre. Quand West l'a sali, tout le monde a protesté. Et là, il a répondu « Il y a plein de saleté là-haut, parce que je suis en train de repeindre. Mais je peux peut-être mettre des couvertures tout autour. » C'est comme ça qu'il a eu l'autorisation d'accrocher une 30aine de couvertures sur les barreaux. Du coup, les gardiens ne voyaient plus cette zone. Ces couvertures sont restées là 6 semaines, jusqu'à l'évasion. Les autres détenus sont au courant de ce qui se trame et ils soutiennent ce projet. John est venu me voir environ 6 mois avant leur départ pour me demander de lui trouver des outils. Ils ont réussi à obtenir des objets à l'hôpital, comme des pansements. Ils s'en sont servis pour faire les fausses têtes. Mais les frères Englin n'étaient pas très doués en peinture, croyez-moi. Alors ils demandaient un coup de main à d'autres détenus, qui leur disaient oui. Le plus grand défi consiste à fabriquer un canot pour traverser la baie de San Francisco. C'est la clé de la survie pour quitter l'île. Mais comment trouver les matériaux nécessaires dans une prison? Encore une fois, grâce aux autres détenus qui ont répondu présent et donné leurs imperméables. John Englin m'a demandé si j'avais un ciré. J'ai dit oui. Il m'a dit qu'il en avait besoin. Donc moi, je sortais avec mon impair, et lui, il rentrait avec. Et c'est comme ça qu'ils se sont fournis. Les autres détenus sortaient avec dans la cour et les donnaient à John, Clarence ou un autre de l'équipe. Il n'y avait pas de restriction sur le nombre d'imperméables qu'ils pouvaient avoir. On n'aurait jamais pu imaginer qu'ils allaient construire des flotteurs avec. Et ils étaient pas mal du tout, ces impairs. Il y a désormais une chaîne d'approvisionnement entre les cellules et l'atelier. Les détenus ont rassemblé une 50aine d'imperméables, de quoi fabriquer un canot et 4 gilets de sauvetage. Alan West est le seul des 4 à travailler depuis sa cellule. Selon sa déposition au FBI, il a accidentellement fait un trou trop grand dans le mur et il risquait de se faire repérer. Ses complices ont donc rétréci l'ouverture avec du béton, mais depuis, elle est devenue trop petite pour laisser passer un homme. West avait un peu trop creusé le mur et il a dit que les frères Englin avaient tout réparé avec du ciment. Dans l'atelier, les 2 frères sont chargés du canot. Il mesurait environ 4 mètres sur 1,80 m, avec des flotteurs de 40 cm tout autour et en dessous. Mais coincé dans sa cellule, West ne peut pas être sûr de la taille et de la solidité de l'embarcation. Sur les photos, on a l'impression qu'ils ont utilisé de la colle. La toile est même cousue à la main, ce qui ne devait pas être très solide. Le canot était donc collé et cousu. C'est peut-être aussi pour ça que West n'est pas parti avec les autres. Il s'est peut-être dit « Je ne sais pas si j'ai envie de monter là-dedans ». Début juin, le matériel est presque prêt. Après 6 mois de préparatifs, les 4 candidats à l'évasion sont sur le départ. Maurice descend du haut du bloc avec la nouvelle. C'est le jour J. Maurice est arrivé à 20h45. Il a dit, la barre est près du trou, dans le toit. Il avait soif et je lui ai donné à boire. Maurice m'a dit qu'il partait dans la nuit, s'ils arrivaient à soulever la trappe de ventilation. Il fallait juste pousser les barres de fer.
Je devais me tenir prêt à 21h30. Sans que l'on sache pourquoi, Alan West attend le soir de l'évasion pour essayer de casser le ciment qui rétrécit le trou dans son mur. Forcément, on s'interroge. Cet homme prépare activement son évasion pendant 1 an. Il travaille pendant plus de 6 mois et le jour dit, il n'arrive pas à sortir de sa cellule? J'ai essayé de casser le ciment autour du trou, mais je n'ai pas réussi. Clarence a bien essayé de m'aider, mais il n'y avait rien à faire. Ça marche pas. Il faut qu'on trouve une solution. Je vais chercher un marteau. Me laissez pas tomber. C'est moi qui ai monté cette évasion. Peut-être que c'est vrai. Ils avaient fait ça tellement bien qu'il n'a pas pu casser le ciment. Morris retourne une dernière fois dans sa cellule. Les 4 hommes doivent être dans leur lit pour la ronde de 21h30, avant l'extinction des feux pour la nuit. Ensuite, les gardiens passent toutes les heures, mais ils vérifient juste qu'il y a une silhouette endormie dans la pénombre. Cette partie du plan donne aux évadés l'élément le plus important, le temps. Si les fausses têtes parviennent à tromper les gardiens, l'alerte ne sera lancée qu'au petit matin, et à ce moment-là, ils devraient déjà être loin. Il reste un peu moins d'1 heure. Morris et les frères Englin s'occupent des derniers préparatifs. Ils emballent tout leur équipement pour pouvoir le transporter facilement. Ils savent qu'une course d'obstacles les attend. Pendant ce temps, West ne réussit toujours pas à sortir de sa cellule. Morris revient avec un pied de biche improvisé. Il promet de ramener les frères Englin pour l'aider, puis remonte au sommet du bloc cellulaire. West ne le reverra jamais. Morris est parti chercher Clarence pour donner un coup de main. Il était 21h37, et je les ai jamais revus. C'est le dernier contact que j'ai eu avec eux. Alan West est-il vraiment pris au piège ou a-t-il paniqué au dernier moment? Quoi qu'il en soit, désormais il n'y a plus que 3 évadés. Il faut maintenant sortir à l'air libre. Cela fait plusieurs semaines que les frères Englin scient les vis qui ferment la trappe du conduit de ventilation. Une fois sur le toit, les 3 hommes risquent d'être repérés depuis le seul immeuble qui surplombe le bloc. Il pouvait être vu depuis le phare, où il y avait un gardien. C'était un risque calculé. Mais comme tout le monde pensait qu'on ne pouvait pas s'évader d'Alcatraz, la surveillance n'était pas très rigoureuse. Morris et les frères Englin sont sortis par ici. À l'époque, il y avait une trappe circulaire en métal qui fermait le conduit de ventilation. On en voit d'autres tout autour. On a reconstitué la scène d'après les photos du FBI. Ils sont sortis du conduit le plus vite possible. Ils ont pris leur matériel et sont partis par là.
À l'autre bout du bloc, loin de la tour de guet, dans un angle mort. La suite du plan met leur force et leur sang-froid à l'épreuve. Un gros tuyau descendait le long du mur. Ils se sont accrochés et se sont laissés glisser jusqu'au sol. Rien ne montre qu'ils se sont blessés en descendant ainsi sur 13 mètres. Ensuite, il y a juste 2 grillages de 4,20 m à escalader, ce qui semble étonnant pour une prison de sécurité maximale. Jusque-là, le plan fonctionne parfaitement. Il reste la dernière étape, la plus risquée. Les 3 hommes gagnent un endroit désert dans le nord-est de l'île où ils gonflent leurs canots et leurs gilets de sauvetage. À un peu moins de 3 km, ils aperçoivent Angel Island. En mettant l'embarcation à l'eau, ils ont sans doute immédiatement senti la violence des courants et la température glaciale de l'océan. C'est là qu'on perd leurs traces. Plus tard, West raconte au FBI qu'il a finalement réussi à ramper dans le couloir où Maurice a laissé la fausse tête faite pour lui. Quand je suis sorti de ma cellule, j'ai vu la tête par terre. Je l'ai mise dans mon lit et j'ai emporté toutes mes affaires jusqu'au toit. En arrivant en haut du bloc cellulaire, il découvre les vestiges de l'atelier, avec son gilet de sauvetage et un canot inachevé. J'ai bien vu qu'ils étaient partis, parce que tout le matériel qu'ils avaient fabriqué et dont ils m'avaient parlé avait disparu. Seul sur le toit, West peut encore tenter de rejoindre les 3 autres. Mais tout autour, il ne voit que l'obscurité et l'océan. C'est la fin de ses rêves d'évasion. Il va passer le restant de ses jours derrière les barreaux. Ils ont dû quitter l'île vers 22h30. En tout cas, pas plus tard que 23h. En arrivant sur la côte, ils devaient voler des armes, des vêtements et une voiture et aller aussi loin que possible. Mais on ne s'est jamais dit où. Même si Alan West n'est pas le seul cerveau de l'opération, les autres n'auraient pas pu réussir sans lui. Mais désormais, il ne lui reste que des regrets. Ses complices ont réussi la plus incroyable évasion de l'histoire d'Alcatraz. Depuis, il reste un mystère. Que sont devenus les 3 évadés? Ils avaient prévu d'aller sur Angel Island, où ils risquaient moins de se faire prendre. Cinq jours après l'évasion, une carte postale parvient au bureau du FBI à San Francisco. Elle porte 3 signatures, Frank, John et Clarence. Et un message, « Haha, on a réussi ». Pourtant, les empreintes digitales et l'écriture ne correspondent pas aux 3 anciens détenus. Whatever their
their fate, the three convicts have apparently accomplished a feat that many have tried with no success. Après une vaste chasse à l'homme, le FBI conclut que Frank Morris et les frères Englin se sont noyés dans la baie de San Francisco. On n'a retrouvé que les restes de leur canot, ce qui étaye cette théorie. Mais est-il possible que les trois hommes soient parvenus jusqu'à la terre ferme et aient laissé cette fausse piste pour tromper les enquêteurs? Si c'est le cas, ils ont surmonté un obstacle redoutable, l'eau de la baie de San Francisco. Ralph Cheng étudie les marées et les courants de la région. Pour lui, c'était quasi impossible de rejoindre Angel Island en canot. Il le démontre dans un bassin qui reproduit le mouvement de l'océan dans la baie. J'ai entendu ce qu'on raconte dans la prison. Ils avaient prévu de s'évader d'Alcatraz en flottant jusqu'à Angel Island. Le problème, c'est que la marée circule d'est en ouest. Angel Island est à 2,8 km au nord d'Alcatraz, même si elle semble plus proche. À l'heure où les évadés sont montés dans leur canot, la marée commençait à redescendre, vers l'ouest. Donc tenter de naviguer vers le nord aurait été très difficile. En plus, les marées sont particulièrement fortes dans la baie et l'embarcation a sans doute été poussée vers le Golden Gate Bridge à près de 5 km à l'ouest d'Alcatraz. On va mettre un petit canot en plastique sur l'eau. Je vais le lancer sur la rive est d'Alcatraz. Ils ont peut-être changé d'avis à la dernière minute, après avoir remarqué que le courant les poussait vers le Golden Gate. Si vous vous laissez porter par l'eau et que vous n'essayez pas de lutter, vous arrivez près du pont en 1h30, 2 heures. Ils ont dû comprendre que c'était inutile de tenter d'aller vers le nord. Et la marée n'était pas leur seul problème. Le principal facteur météorologique, c'était le vent. Cette nuit-là, il soufflait à une vitesse comprise entre 15 et 25 km/h. Il arrivait par le Golden Gate et poussait les vagues vers Angel Island. Cette île est au nord d'Alcatraz, donc ils avaient le vent sur le côté, un peu comme aujourd'hui. Il arrivait par la gauche. Cela signifie que la nuit de l'évasion, le vent soufflait dans le sens contraire de la marée. Il était assez fort pour neutraliser la force de la marée. Pour savoir si les trois hommes étaient à la merci du vent ou de la marée, il faut répondre à une question cruciale. Étaient-ils dans un canot de bonne qualité, donc sur l'eau, ou bien dans un canot qui flottait mal, à moitié enfoncé dans l'eau? S'ils étaient sur la surface et pas en train de nager dans l'eau, le vent était le facteur le plus décisif. Disons qu'il était 3 fois plus important que la marée. S'ils étaient dans l'eau, c'était plutôt l'inverse. Leur canot était-il assez solide pour les amener sur la terre ferme? Ou a-t-il pris l'eau rapidement? Pour le savoir, une seule solution. Tenter d'en fabriquer un avec les mêmes matériaux qu'en prison. Jamie Schmidt est charpentier, comme les frères Englin. Il va reproduire l'expérience avec de vieux imperméables, du ciment-colle et des outils rudimentaires. Il s'inspire de photos du canot inachevé retrouvé dans l'atelier qui révèlent les méthodes employées par les trois évadés. On a des ponchos et des vestes imperméables. C'est tout ce qu'on a trouvé qui date de l'époque. Je vais utiliser de la colle caoutchouc et peut-être de la colle contact et de la résine époxyde. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je n'ai jamais fait ça. Les imperméables sont plus ou moins abîmés.
C'est ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas pu tester leur canot. Une fois sur l'eau, ils ont peut-être découvert des fuites. Et là, c'était trop tard. Celui-là a des trous, je ne peux rien en faire. Ça peut faire un flotteur. Non. Ils ont fait ça par un froid glacial, en ayant peur de se faire prendre. J'ai trouvé la solution. Je vais doubler le revêtement, le ciment colle va boucher les trous et ça sera étanche. Les évadés ont cousu les toiles. Ils ont même utilisé la technique de la vulcanisation au-dessus de la vapeur des tuyaux. C'est très ingénieux. Regardez, c'est parfait. Ça ne fait plus qu'une seule toile. Je vais coller ce côté. 3 hommes, 3 flotteurs. Je mets un tube pour le gonflage. Chaque homme gère un flotteur. Ça devrait marcher. L'expérience se concentre sur 2 points. La qualité technique du canot et la force physique nécessaire pour faire la traversée. Trois gardes-côtes vont affronter les mêmes conditions que Frank Morris et les frères Englin en cette nuit de juin 1962. Ils veulent savoir en combien de temps ils peuvent rallier Angel Island et dans quel état. Les hommes connaissent bien les eaux de la région. Ils sont en très bonne condition physique, contrairement à des détenus, et ont un canot pneumatique moderne et des combinaisons de plongée. La marée commence à refluer. Plus ils approchent d'Angel Island, plus les courants les emportent vers le Golden Gate Bridge. On est dans la bonne direction. Le courant n'est pas encore trop fort. Eux, en plus, c'était de nuit. Nous, on est au sec, à part quelques éclaboussures. La nuit de l'évasion, la température de l'eau était d'environ 10 degrés. Sans la combinaison et les chaussons de plongée, j'aurais le pied gelé. Rester dans l'eau froide pendant plus d'1 heure fait courir un risque d'hypothermie, ce qui provoque une mauvaise coordination musculaire, une confusion mentale et des difficultés respiratoires. Sans secours immédiat, l'hypothermie peut être mortelle. À quel moment la déshydratation commence à jouer? Au bout de 30 à 60 minutes, on est à bout de force. Et ensuite, on perd connaissance. Ça fait 70 minutes. On n'avance pas. Mais si. Vous avez froid ou chaud? Ça va. Au moins, vous n'êtes pas en jean. Et on n'est pas dans l'eau. Attendez de voir le canot que j'ai fabriqué. Vous serez content d'avoir celui-là. Les évadés n'ont pas pu réussir. Si on réfléchit bien, c'est impossible. Les gardes-côtes s'en sortent bien, mais ils sont au sec grâce à leur combinaison dans un vrai canot pneumatique, avec de bonnes pagaies. Vous sentez le courant? Il vient droit sur nous, je sais pas comment on va y arriver. À seulement 100 mètres de la rive, le canot est soumis à de forts courants. Il faut se remettre droit. Ils sont entraînés loin de la plage et doivent redoubler d'efforts. Bon sang! Les 2 îles ne sont éloignées que de 2,8 km. Mais 3 hommes bien entraînés dans un canot léger mais résistant ont mis plus d'1 heure à faire la traversée. Jamie termine sa reproduction du canot artisanal utilisé par les 3 évadés. Et il est loin d'être parfait. Je viens de réaliser qu'il y a une foule de points faibles. Vous entendez? C'est une couture pas étanche. Ce flotteur est le plus problématique. Je vais l'asperger d'eau savonneuse. Comme ils ne pouvaient pas le tester sur l'eau pour voir s'il flottait bien, ils ont peut-être utilisé cette solution.
Les bulles de savon se forment aux endroits où il y a des fuites. C'est décourageant, mais pas surprenant. Ça me paraît bien. On souffle un coup et on se remet à pagayer. On pagaye. On peut remonter ce bord comme ça. Et voilà. Je ne lui confierai pas ma vie. Promettez-moi de ne pas rire. Le canot de Jamie Schmidt est prêt pour son voyage inaugural. Le voilà. Il n'a jamais touché l'eau. On va le gonfler et voir ce que ça donne. C'est super. Le canot flotte pendant 10 secondes. Il n'est pas stable du tout. Puis les gardes-côtes ont une idée. Ils l'utilisent comme une bouée. Si c'est ce qui s'est passé en 1962, la traversée a été plus longue et donc encore plus improbable. Les gardes-côtes sont allés plus loin que je ne le pensais. C'est déjà pas mal. Mais c'est un échec et ça ne m'étonne pas. Un homme à la mer! Jamie commence à s'inquiéter et décide de leur porter secours. Si les évadés ont nagé de toute leur force en s'accrochant à la bouée, ils sont restés dans l'eau plus d'1 heure et ont donc forcément ressenti les effets de l'hypothermie. Ça gêne pour respirer, le rythme cardiaque ralentit. Au bout d'une demi-heure ou d'1 heure dans l'eau, on est épuisé et même inconscient. On survit de 1 à 3 heures dans ces conditions. Ils n'avaient pas de combinaison de plongée, c'est le facteur clé. C'est impossible sans combinaison. En tout cas, bravo. Merci. Mais la mauvaise qualité du canot signifie-t-elle que les 3 hommes ont péri? Le canot n'a pas pu tenir le coup. Je pense qu'ils se sont noyés. L'eau était froide et la marée très forte. Ils n'ont pas pu s'en sortir. C'étaient des prisonniers. Ils étaient enfermés depuis longtemps. Leur seul exercice physique, c'était les promenades dans la cour. Faire ça sans entraînement, sans connaître les conditions maritimes de la baie et sans savoir où on va, c'est mission impossible. Le grand public veut croire que l'évasion a réussi et ce n'est peut-être pas un fantasme. 6 mois plus tard, en décembre 1962, 2 détenus d'Alcatraz se sont fait la belle. John Paul Scott et Darrell Lee Parker ont hérité d'un plan d'évasion mis au point par un détenu qui venait d'être transféré ailleurs. Ils ont scié les barreaux de la fenêtre pour sortir. Darrell Lee Parker s'est cassé le pied en sautant de la falaise et quand il est arrivé sur la plage, John Paul Scott était déjà parti. Il avait prévu d'utiliser des gants chirurgicaux comme bouée pour flotter jusqu'à San Francisco. Il voulait aller en ville, mais il s'est retrouvé sous le Golden Gate Bridge. Scott a survécu dans une eau plus froide que celle du mois de juin. Il a été retrouvé sur des rochers sous le Golden Gate Bridge, incapable de bouger, en plein choc hypothermique. Il est le seul prisonnier connu pour avoir nagé d'Alcatraz au continent et avoir survécu. Preuve que c'est faisable. Évidemment, il a été ramené à Alcatraz. Depuis leur évasion, Frank Morris et les frères Englin sont devenus célèbres et le film de Don Siegel a renforcé leur image de héros. Pour le grand public, Frank Morris aura toujours les traits de Clint Eastwood. When's your birthday? I don't know. Geez, what kind of childhood you had? Short. En revanche,
Alan West est retombé dans l'ombre et il est resté à Alcatraz jusqu'à sa mort, en 1979. Son rôle dans l'évasion a été oublié. Cet exploit a mis la barre très haut en termes d'ambition et d'ingéniosité, mais il est possible que le retardataire ait eu plus de chance que les autres. Les chances de survie de Maurice et des frères Englin semblent minces. Ils ont dû braver l'eau glacée et les courants violents de la baie. Il n'existe aucune preuve crédible de leur réussite. Les fragments du canot retrouvés le lendemain matin suggèrent qu'ils se sont noyés. Mais après tout, c'est peut-être la touche finale d'un plan parfait. Et s'ils avaient réussi leur coup? Leur disparition dans la nature serait alors encore plus spectaculaire que leur évasion.